chargée de mission à l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail d'Île-de-France. Vous allez nous dire si les obligations négociées dans le secteur privé représenteraient une contrainte ou au contraire une opportunité pour le secteur public. Merci. Vous m'entendez ? Oui. Donc oui, je suis chargée de mission à l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail en Île-de-France, qui fait partie du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est située à Lyon. Et en ce moment, j'interviens particulièrement sur deux sujets qui vous concernent, le dialogue social d'une part et la qualité de vie au travail d'autre part, qui sont un peu mes deux thèmes de prédilection actuellement, dans différents secteurs, dont le secteur sanitaire et médico-social, mais pas exclusivement. Alors, je témoigne aujourd'hui à la demande d'une directrice des ressources humaines d'un établissement de santé qui a participé à une action collective que j'ai animée l'année dernière, qui regroupait des établissements de santé publics, privés et ESPIC sur la qualité de vie au travail. Et elle m'a demandé d'apporter justement un éclairage sur le dialogue social dans le secteur privé à travers les obligations de négocier. Alors c'est vrai que les établissements publics ne sont pas soumis aux mêmes obligations, puisque la loi de 2010 a étendu les thèmes de négociation possibles, mais ne les a pas rendus obligatoires. Pour autant, j'ai pu constater, à travers notamment ces actions collectives qui combinaient des établissements privés, des établissements publics, que les négociations obligatoires pouvaient inspirer les établissements publics également, soit dans le cadre de leurs propres négociations, bien sûr, soit dans une moindre mesure dans le cadre de la conception de leur projet social, en s'inspirant des thématiques, des sujets des négociations obligatoires, soit enfin parce que certaines négociations obligatoires du secteur privé sont transposées sous différentes formes dans le secteur public. On va voir quelques exemples dans les minutes qui viennent. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous refaire un historique de toute la négociation obligatoire dans le secteur privé depuis les années 82. Néanmoins, quand même quelques points de repère. Donc, pour les établissements privés, donc de droit privé, que ce soit privé lucratif ou non lucratif, les négociations ont été rendues obligatoires. Certaines négociations ont été rendues obligatoires par les lois Auroux en 1982. Depuis la mise en place de ces négociations obligatoires, les partenaires sociaux, employeurs et salariés, ont été confrontés à une espèce d'empilement, en particulier depuis les années 2000, des thématiques de négociation obligatoires. Donc bien évidemment, il y a les salaires, le temps de travail, mais il y a aussi l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les seniors, la pénibilité, la prévention des risques professionnels, plus récemment le contrat de génération. Ce qui s'est traduit très concrètement par, la plupart du temps, des négociations qui étaient conduites en silo, parfois par des acteurs différents, qui avaient une compétence sur un sujet et pas nécessairement sur un autre, donc pas forcément de cohérence entre les différentes négociations obligatoires, et qui s'est traduit également par des négociations forcément chronophages, puisque jusqu'à récemment, il y avait une douzaine de négociations obligatoires, donc des temps de négociation, mais des négociations qui prennent du temps dans le contenu même de la négociation, qui doivent normalement être mises en œuvre et suivies. Donc un constat partagé finalement par les partenaires sociaux de la nécessité finalement de regrouper, de donner davantage de sens à ces négociations obligatoires. Il y a eu une première tentative en 2013 dans le cadre de l'accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail de regrouper les thèmes de négociation sous un accord unique qualité de vie au travail. Donc le secteur privé a eu l'opportunité, la possibilité de négocier un accord global qualité de vie au travail dans le cadre duquel auraient été négociées toutes les thématiques de négociation. Donc cette expérimentation, cette proposition qui a été faite dans le cadre de l'accord national interpro a été ensuite reprise dans le cadre de la loi sur la formation professionnelle en 2014, et globalement a été un échec pour deux raisons principales. La première, probablement un excès un péché d'orgueil, disons, c'est-à-dire que c'était probablement trop ambitieux d'encourager les établissements privés à négocier sous un seul accord énormément de thématiques de négociation. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que la loi sur la formation professionnelle, comme son nom l'indique, ne traitait pas du dialogue social, et donc c'est un article qui est passé relativement inaperçu. En 2015, il y a eu la loi de modernisation du dialogue social et de l'emploi, dite loi Rebsamen, qui a renoué avec cette volonté de regrouper les différents thèmes de négociation et qui a donc transformé les 12 obligations de négocier en 3 grands blocs de négociation qui sont toujours valables aujourd'hui.
Donc de façon très concrète, les établissements privés aujourd'hui sont dans l'obligation de négocier sur 3 sujets. Le premier bloc concerne la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Le deuxième, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Et le troisième, qui ne concerne que les établissements de plus de 300 salariés, concerne la gestion des emplois et des parcours professionnels, qui peut également porter sur la gestion des âges. Donc très concrètement, les établissements privés de santé sont dans l'obligation de négocier au moins une fois tous les 4 ans sur toutes ces thématiques, à condition qu'ils aient au préalable négocié ce qu'on appelle un accord de périodicité. Donc ça, c'est une nouveauté des ordonnances Macron qui laisse la possibilité aux entreprises, aux établissements, de déterminer le calendrier, le contenu et les modalités de négociation. En l'absence de cet accord de périodicité, les 2 premiers blocs de négociation, donc rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, et l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, deviennent obligatoires annuellement. Donc chaque année, les employeurs et les salariés doivent négocier sur ces thématiques en l'absence d'accord de périodicité. Le 3e bloc sur la gestion des emplois et des parcours redevient quant à lui triennal, donc non plus sur tous les 4 ans, mais tous les 3 ans. Ce qu'il faut également savoir, c'est que pour les établissements privés, en l'absence de négociation, il y a des pénalités financières qui peuvent être extrêmement lourdes, puisque je pense par exemple à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Un établissement privé qui ne serait pas couvert par un accord sur l'égalité professionnelle ou à défaut par un plan d'action, je vais y revenir, peut être amené à une pénalité de près de 1% de la masse salariale par mois de retard par rapport à la négociation. Donc on est sur des gros volumes financiers, non négligeables du tout. Et si j'évoque ces pénalités financières, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une négociation, comme vous le savez, en cours sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Et typiquement, la question de pénalités financières pour des employeurs qui ne joueraient pas le jeu, des employeurs publics, est envisagée sur la table. Pour l'instant, rien n'est déterminé, mais ça fait partie des pistes de réflexion. Il y a un autre point que je voulais rappeler sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par rapport au dialogue social. Contrairement aux autres thématiques, même en l'absence de délégué syndical, donc si l'établissement n'a pas de délégué syndical ou de section syndicale, il est obligé d'être couvert, non pas dans ce cas par un accord, mais ce qu'on appelle un plan d'action unilatéral de l'employeur. Donc tout établissement privé, donc ESPIC ou à but lucratif, doit, à partir du moment où il a plus de 50 salariés, doit produire un accord s'il a des négociateurs, ou à défaut d'accord, un plan d'action unilatéral sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail du contenu de ces négociations obligatoires, il y a de nombreux thèmes qui existaient précédemment, qui ont été repris. Je pense notamment au premier bloc sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, qui globalement reprend des thématiques antérieures et qui n'a fait que les regrouper finalement en un bloc cohérent. Le second bloc reprend également des thématiques qui préexistaient antérieurement, en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, puisque c'est une obligation qui date de 2010. Et depuis 2010, les établissements de santé, comme toute autre entreprise privée, sont obligés de négocier sur l'égalité d'accès à l'emploi, la suppression des écarts de rémunération, l'égalité d'accès à la formation entre les femmes et les hommes, l'accès à la promotion professionnelle, au déroulement de carrière, les conditions de travail, et la mixité des emplois. Donc là, on est sur des thématiques qui ont été reprises. Ce qui est nouveau sur le plan du dialogue social aujourd'hui dans le secteur privé, c'est d'abord le fait que la qualité de vie au travail est devenue un thème obligatoire de négociation. Ce n'était pas le cas jusque-là. Donc aujourd'hui, les partenaires sociaux sont obligés de négocier sur la qualité de vie au travail. Ça devient un thème à part entière de négociation. Cette qualité de vie au travail, dans le code, elle est caractérisée. Je trouve que c'est intéressant de voir comment, finalement, dans le droit, la qualité de vie au travail est décrite. Il n'y a pas de définition formelle, mais on peut le deviner en filigrane à travers des items. Le premier, c'est l'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle. C'était un thème optionnel de négociation, ça devient un thème obligatoire de négociation. Donc ça détermine la qualité de vie au travail. Et les deux autres nouveaux objets du dialogue social, je vais y revenir, c'est le droit d'expression et le droit à la déconnexion, qui renvoie à la qualité de vie au travail.
L'autre élément qui est nouveau en termes de dialogue social, c'est le fait que la qualité de vie au travail a été articulée à l'égalité professionnelle. Et cette combinaison, ce bloc égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail n'est pas neutre. Il n'est pas neutre et il est pas judicieux pour certains acteurs, et notamment, moi je travaille dans différents secteurs, et c'est vrai que j'observe que les acteurs les plus réticents à la combinaison égalité professionnelle femmes-hommes et qualité de vie au travail sont souvent les acteurs de part et d'autre, partenaires sociaux, direction comme salariés, qui travaillent dans des secteurs hyper féminisés. Donc c'est typiquement le cas du secteur de la santé, où en fait, assez naturellement, l'égalité professionnelle n'est pas considérée comme un sujet majeur, tout simplement parce qu'il y a une majorité de femmes. Malgré les récents rapports de la DGAFP sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, qui montrent, et notamment dans la fonction publique hospitalière, qui montrent bien qu'il y a un vrai sujet sur l'égalité professionnelle femmes-hommes. Mais de fait, la réaction générale par rapport à ces sujets-là, c'est que l'égalité professionnelle n'est pas un sujet majeur, alors que la qualité de vie au travail en est un. Et donc ce que je trouve intéressant à travers cette combinaison, c'est que ça permet finalement, parfois, moi j'ai pu être confrontée à des situations comme ça permet de tirer les partenaires sociaux vers le sujet de l'égalité professionnelle, par exemple, parce qu'il y a cette obligation de négocier sur les deux sujets, alors qu'a priori, c'est un thème vers lequel ils n'allaient pas nécessairement. La dernière nouveauté en termes de dialogue social concerne le troisième bloc. Donc le troisième bloc sur la gestion des emplois et des parcours professionnels renvoie essentiellement à des items qui rejoignent les questions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc c'était des thématiques qui existaient là aussi antérieurement, mais a été ajouté un item sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales. Donc là aussi, on a un nouvel objet de dialogue social. Donc, comme je vous le disais, on a la qualité de vie au travail qui devient un nouveau thème du dialogue social, un nouvel objet de négociation, qui se décline à travers deux nouveaux droits. Le droit, alors de nouveau, je mets des guillemets volontairement, vous savez sûrement pourquoi, mais sinon je vais y revenir. Le droit d'expression et le droit à la déconnexion, qui sont donc deux nouveaux objets, là aussi, du dialogue social. Alors le droit d'expression, je mets des guillemets parce que c'est un droit qui existe en fait depuis là aussi les lois Auroux, donc depuis 1982, qui est formulé de cette façon-là. Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. C'est un droit donc, qui existe depuis les lois Auroux. C'est une obligation de négocier depuis les lois Auroux. Concrètement, il a été mis en œuvre essentiellement dans les années 80 autour des cercles qualité. C'est essentiellement sous cet angle-là qu'il a été mobilisé dans les entreprises. Et puis, il a été finalement peu à peu oublié. Et au moment de la loi sur la qualité de vie au travail et donc de la réinstauration de ce droit à l'expression, je n'ai vu aucun accord d'entreprise sur le sujet. Donc c'était une obligation de négocier qui est complètement passée à la trappe. Le fait est que la réapparition de ce droit d'expression dans la loi Rebsamen a clairement suscité un nouvel élan d'intérêt dans les établissements privés et dans les établissements publics d'ailleurs, sur la question de la discussion sur le travail. Ça a pris essentiellement la forme des espaces de discussion, mais ça reste un objet de négociation et donc de fait, les partenaires sociaux sont amenés aujourd'hui à négocier sur le droit d'expression. Et d'un point de vue réglementaire, cette négociation doit porter à minima sur 3 dimensions. En fait, on peut regrouper les 4 points en 3. Le premier, c'est finalement les modalités de mise en œuvre de réunion ou de tout espace, tout temps, qui va permettre l'expression des salariés sur leur travail. Donc, c'est un objet de négociation à part entière. L'autre élément, c'est finalement les modalités qui vont permettre que cette expression ne reste pas lettre morte. Donc, qu'est-ce qui va être mis en place pour que les employeurs, les dirigeants, les représentants du personnel puissent avoir accès aux suggestions, aux préconisations, aux propositions faites par les salariés dans le cadre de ces espaces sur le droit d'expression. Et enfin, la troisième dimension qui me paraît importante, c'est les conditions d'exercice par le personnel d'encadrement de son propre droit d'expression. Donc la question du droit d'expression pour les cadres est posée dans le Code du travail et fait partie des négociations obligatoires dans les établissements privés.
Le droit à la déconnexion, donc c'est le nouvel objet du dialogue social également. Il est encore plus récent, hein, on en a beaucoup parlé. Il est apparu avec la loi travail, la loi El Khomri. Concrètement, là aussi, depuis janvier 2017, tous les établissements privés sont censés être couverts soit par un accord, soit par une charte sur le droit à la déconnexion. Ils sont censés être couverts par un accord s'ils ont des négociateurs au sein de leur établissement, donc s'il y a des partenaires sociaux, des délégués syndicaux par exemple, ou d'autres acteurs de la négociation avec lesquels l'employeur peut négocier. À défaut de partenaires sociaux ou à défaut de négociations qui aboutissent, ça peut arriver aussi, hein, si l'accord n'aboutit pas, l'employeur, donc l'établissement de droit privé, doit produire normalement une charte sur le droit à la déconnexion. Alors, le contenu de cet accord ou de cette charte est identique, hein, quelles que soient les modalités de l'élaboration de ces documents. En gros, là aussi, on a 3 grands items. Le premier, c'est le dispositif de régulation de l'utilisation des outils numériques. Donc, concrètement, qu'est-ce que fait l'établissement pour réguler l'utilisation des outils numériques? C'est essentiellement les mails et les smartphones aujourd'hui. Le deuxième item, c'est les modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion qui vise à assurer le respect des temps de repos, de congés et l'équilibre vie privée-vie professionnelle. Là aussi, je pense que c'est important parce qu'on a tendance assez facilement à considérer que le droit à la déconnexion, c'est le droit à la déconnexion numérique, digitale. Or, le droit à la déconnexion dépasse ces éléments-là et concerne vraiment l'équilibre vie privée-vie professionnelle des salariés ou des agents. Et enfin, le dernier item, c'est la mise en place d'actions de formation, de sensibilisation à un usage raisonné des outils numériques. Alors, je précise que le droit à la déconnexion fait partie typiquement des obligations de négocier qui ont été immédiatement transposées dans la fonction publique, hein, puisqu'aujourd'hui, la circulaire du 31 mars 2017 rappelle que les chartes du temps doivent intégrer des éléments, des modalités sur le droit à la déconnexion. Donc là, on est typiquement sur un cas de figure où la négociation du secteur privé a immédiatement été transposée dans la fonction publique. En conclusion, je dirais que ces négociations obligatoires, alors elles constituent très clairement, indéniablement pour les employeurs et notamment pour les dirigeants de petits établissements, une contrainte. C'est souvent vécu comme une contrainte administrative et malheureusement pas suffisamment souvent comme l'opportunité d'un objet de dialogue social. Donc très clairement, on a quand même encore cette tendance-là. De mon point de vue, évidemment, je n'ai pas forcément le même, c'est plutôt une opportunité, justement parce qu'elles obligent les partenaires sociaux à aller sur des terrains sur lesquels ils ne vont pas nécessairement. Je prenais l'exemple tout à l'heure de l'égalité professionnelle, mais nous, c'est très marquant. Hein. Donc on est sollicité régulièrement par différentes structures qui nous appellent pour être accompagnés sur des sujets, et on n'a jamais été autant sollicité sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qu'après l'apparition de l'obligation de négocier sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et on n'a jamais été autant sollicité sur la qualité de vie au travail, qui devenait tout d'un coup passionnante et nécessaire, que depuis que c'était une obligation de négocier. Donc clairement, on voit bien que c'est aussi une opportunité d'aller sur des terrains sur lesquels les partenaires sociaux de part et d'autre, une fois de plus, n'iraient pas nécessairement d'emblée. Alors, par ailleurs, l'évolution récente du cadre législatif encourage la négociation au plus près du terrain. Donc ça se traduit aujourd'hui dans le secteur privé par une ouverture des thèmes de négociation, par une ouverture des acteurs. On peut négocier avec les délégués syndicaux, mais on peut négocier avec d'autres acteurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc il y a une volonté clairement de revitaliser le dialogue social. Et les négociations obligatoires, comme cette revitalisation du dialogue social, ne peuvent être optimisées finalement qu'à 3 conditions. Alors la première, c'est améliorer la qualité de l'information et de la formation des acteurs du dialogue social. J'imagine que ça a déjà été dit et ça paraît évident. Ce que j'observe de façon concrète là aussi, c'est que d'abord ça se fait de plus en plus quand même, des formations communes. Pour moi, c'est un point essentiel. C'est pas seulement former les partenaires sociaux de part et d'autre, c'est former ensemble les partenaires sociaux.
Et vraiment, hein, j'observe des différences importantes à la fois dans le déroulement des négociations et dans la qualité des accords qui sont produits lorsque les dirigeants et les représentants des salariés ont pu bénéficier d'une formation commune, donc avec le même niveau d'information, le partage de mêmes définitions et surtout le sentiment d'être sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'on démarre la négociation avec un niveau d'information totalement identique. Donc ça, c'est un premier point qui me semble important et qui peut contribuer à l'amélioration justement et à l'optimisation de ces négociations. Pour améliorer le contenu même des négociations, donc il y a cette formation bien sûr, il y a les ponts que j'évoquais, donc là ça va vraiment dans le sens des évolutions législatives, de faire davantage de liens entre les différents thèmes de négociation, de problématiser donc davantage et d'éviter les négociations en silo. Un autre élément qui me semble important, c'est laisser de réelles marges de manœuvre aux négociateurs. On a vu par exemple le cas pour les accords contrats de génération, qui étaient des accords extrêmement verrouillés sur le plan juridique, alors très intéressants avec beaucoup de contenu, mais énormément d'exigences en termes de production, qui faisait que finalement, il y avait peu de place à l'inventivité des partenaires sociaux. Donc ça, c'est un point qui peut être aussi une piste d'amélioration dans le contenu même des négos. Et puis, bien sûr, outiller les négociateurs. Alors, sur cet outillage des négociateurs, nous, on accompagne évidemment beaucoup les partenaires sociaux là-dessus. Ce qui nous paraît essentiel, c'est les outils de diagnostic. Là aussi, de façon empirique, les négociations qui ont fait l'objet d'un diagnostic approfondi en amont sont forcément celles qui aboutissent à des accords de qualité, pour la bonne et simple raison qu'en fait, la négociation ne devient plus n'est plus une réponse à une obligation législative, mais devient une solution à des problématiques réelles observées sur le terrain. Donc forcément, ça change là aussi le déroulé et le contenu du dialogue social. Et enfin, le dernier point, c'est améliorer la qualité et l'articulation des relations sociales et professionnelles. Alors, je le disais à l'instant, c'est vrai que la mise en œuvre du droit d'expression, la renaissance du droit d'expression direct et collectif des salariés ou des agents a questionner le dialogue social et son articulation avec le dialogue professionnel. Et ce n'est pas forcément évident pour les partenaires sociaux de mettre en place un droit d'expression direct. Ils peuvent avoir le sentiment aussi d'être évincés un peu du dialogue social. Donc c'est une vraie question qui doit être posée. Une des solutions pour mieux articuler ces relations sociales et professionnelles, c'est déjà de penser le dialogue professionnel, notamment à travers les espaces de discussion, avec les représentants du personnel eux-mêmes. Donc de construire les dispositifs de droit d'expression avec les représentants du personnel. Et le dernier point, mais je ne vais pas m'étendre, qui peut contribuer à améliorer la qualité et l'articulation des relations sociales et professionnelles, c'est le développement des démarches de médiation, qui va faire l'objet de l'intervention juste après. Donc je m'arrêterai là. Maroussia Kravec, merci beaucoup. Vous évoquiez au tout début de votre intervention une action collective que vous avez animée entre établissements publics et privés sur la qualité de vie au travail. De quoi s'agissait-il ? Alors, ce sont ce qu'on appelle des clusters sociaux. Effectivement, ça peut là aussi être un outil du dialogue social. Donc, les clusters sociaux, ce sont des actions collectives qui sont soit sectorielles, soit territoriales. Là, en l'occurrence, c'était une action sectorielle, donc c'était à destination des établissements de santé. C'est une action qui a réuni dans un premier temps 7 établissements de santé, puis on a fait 2 autres expériences avec 12 établissements de santé. Et chaque établissement est représenté par un trinôme, un représentant de la direction, un représentant du personnel, en l'occurrence là c'était plutôt un secrétaire du CHSCT, et un représentant des médecins via la CME. Et l'idée, c'était de faire avancer ces trinômes d'établissements sur le thème de la qualité de vie au travail à travers des journées collectives, d'échanges de pratiques, d'apports méthodologiques, etc. Et puis des accompagnements sur site. Donc chaque établissement a été accompagné par l'ARACT sur la mise en place justement de démarches visant à améliorer la qualité de vie au travail. Et effectivement, on est typiquement dans le cadre d'un outil du dialogue social et on a observé à travers ces trinômes d'abord des pratiques... Un nouvel outil, c'est ça, tout à fait. Le cluster. L'idée d'être accompagné dans la durée sur une même thématique. Et ça a permis d'ailleurs à certains établissements publics de produire des accords qualité de vie au travail, typiquement. Est-ce que ça vous inspire une question, peut-être ? Sinon, je continue. Eh bien, je la pose alors. Vous nous expliquiez qu'il y avait donc des établissements qui ont négocié les accords et d'autres qui n'en ont pas négocié. En termes de mise en œuvre, est-ce que vous observez, vous, des différences
sur les actions menées avec négo ou sans négo. Sans négo, oui. Alors, clairement, la négociation, enfin, l'avantage de la négociation, c'est que ça engage. À partir du moment où le dirigeant a négocié... En droit privé, en tout cas. En droit privé, en droit public aussi. À partir du moment où il y a des signataires d'un accord, forcément, il y a un engagement supplémentaire, un suivi qui est assuré, qui devrait être assuré, en tout cas, s'il y a signature, assuré par les partenaires sociaux. Donc forcément, oui, en termes de résultats, on observe... Ça ne veut pas dire que les plans d'action unilatéraux des employeurs ne sont pas efficaces, mais clairement, en général, les accords permettent davantage de mise en œuvre et de suivi de la part des partenaires sociaux, donc un résultat plus effectif. Plus concret. Tout à fait. Et j'imagine avec des relations sociales plus apaisées. Non, évidemment. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Peut-être une question, ça vous inspire ou pas? Sinon, on passe à la suite. Eh bien, on passe à la suite. Merci infiniment, Marussia Kruvek. On peut l'applaudir.